Maintenant, nous allons accueillir Monsieur Jean-Éric Paquet, qui est donc le commissaire ou le directeur général de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne. Il a été beaucoup question d'Europe, et maintenant nous avons l'Europe incarnée dans ses fonctions de gouvernance, et je lui passe la parole pour qu'il nous présente ce qu'il veut dire sur l'Europe de la recherche. Merci infiniment, bon après-midi, et merci de votre invitation et de cet accueil si chaleureux. Edith, merci d'avoir proposé que je puisse contribuer à ce colloque avec quelques réflexions sur l'Europe de la recherche. C'est une invitation à laquelle j'étais évidemment très heureux de répondre. Et de fait, j'ai pris fonction comme directeur général de la recherche et de l'innovation il y a un peu plus de 3 ans et demi. Et quelques jours avant ma prise de fonction, j'étais dans cette salle avec le commissaire à l'époque, Carlos Moedas, pour écouter Cédric Villani, que j'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, et surtout Emmanuel Macron lancer le plan français pour l'intelligence artificielle. Donc je suis vraiment très heureux d'y revenir pour contribuer à vos travaux. Alors, parler de recherche européenne, et je comprends de vos travaux de ce matin et des discussions de cet après-midi que l'une des questions, c'est de voir s'il y a lieu d'être optimiste pour la science et la recherche européenne. Et je vais essayer de vous dire en quelques minutes combien je pense qu'au contraire, il faut aujourd'hui être optimiste, que nous avons beaucoup de raisons d'être optimistes, à un moment où la science a été déterminante et aussi particulièrement visible. Déterminante, évidemment, pour accélérer la sortie de cette pandémie, peut-être plus particulièrement en Europe, mais progressivement à l'échelle du monde. Déterminante, évidemment, aussi pour permettre d'apporter de la connaissance et des réponses pour faire face aux défis du changement climatique. Le panel scientifique sur le changement climatique vient de rendre son dernier rapport et la science, encore une fois, montre aux citoyens, aux acteurs dans la société, aux politiques, combien il est essentiel d'accélérer notre transformation pour faire face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Mais je pense qu'on est vraiment dans ces différents domaines à un moment où la science apporte des réponses extraordinairement concrètes, tangibles. Donc sur le Covid-19, Thomas, finalement, vous avez fini sur le travail de MBL, parce que j'allais évidemment presque commencer par ça, par le travail que les équipes d'Edith et aussi de MBL, EBI au Royaume-Uni ont fait avec la Commission européenne pour mettre en place cette plateforme de partage des données, des dizaines de milliers de séquençages génomiques, des centaines et même des milliers de chercheurs qui, grâce à vous et avec vous, ont partagé leurs données et ont permis effectivement la connaissance du Covid et l'émergence de thérapies, évidemment du vaccin aussi, de se faire dans un genre de miracle scientifique en termes d'impact, mais aussi en termes de calendrier. Et j'aimerais ici rappeler que la science européenne et la recherche européenne, notamment le Conseil européen de recherche, sont à l'origine du vaccin qui nous permet de sortir de cette pandémie, du vaccin appelé souvent en France le vaccin Pfizer, mais qui est en réalité le vaccin de l'entreprise de biotechnologie BioNTech, une entreprise européenne dont le fondateur Ugur Sahin et son épouse sont financés par le Conseil européen de recherche, ont été évidemment aussi soutenus par des moyens en Allemagne, mais c'est cette recherche fondamentale sur 2 décennies autour des technologies du messager ARN qui ont permis à cette entreprise européenne, en l'espace de quelques semaines, de proposer à des essais cliniques ce vaccin, ensuite de s'allier effectivement avec Pfizer pour élargir le champ de ces essais cliniques à l'échelle globale et produire aussi ensuite ce vaccin à l'échelle globale, avec donc un appui de l'ERC de très longue durée et dans cette dernière phase aussi des financements directement de la Banque européenne d'investissement. Donc la sortie de la pandémie par le vaccin est un succès très remarquable de la recherche européenne dans sa dimension d'appui à la recherche et à la science fondamentale, mais aussi dans sa capacité à traduire ces résultats à l'échelle industrielle. Et de fait, l'Union européenne a produit plus de 2 milliards de ces vaccins, dont la moitié a été exportée à travers l'ensemble du monde, dans plus de 150 pays. Donc ça aussi, c'est un succès qui est peut-être plus industriel et politique, mais qui, je pense, mérite d'être souligné ici. Alors je vais essayer en quelques minutes d'esquisser
pourquoi je pense pouvoir être optimiste en disant que l'Europe de la recherche, la science européenne, sera au cœur des réponses que nous apporterons collectivement aux défis auxquels nous faisons face. Et quand je parle d'Europe de la recherche, je parle bien entendu des instruments ou de la dimension européenne, donc le Conseil européen de recherche, le Conseil européen de l'innovation, le Programme européen de recherche et de développement, le programme cadre qui en est à sa 9e édition, aujourd'hui avec Horizon Europe, doté d'un budget significatif de 95 milliards d'euros sur une durée de 7 ans. Je parle évidemment des grands partenariats qui se font à l'échelle européenne. Je parle de l'espace européen de la recherche qui permet aux chercheurs européens de bénéficier d'une très large mobilité, aussi aux données de la recherche de s'échanger. Ça, c'est la dimension européenne, la couche européenne, mais la réalité de la recherche européenne, c'est évidemment les chercheurs, les organismes de recherche, les universités qui existent dans des systèmes nationaux de recherche. Et l'enjeu de l'Europe de la recherche, c'est d'articuler ces capacités extraordinaires déployées au niveau national et de les articuler ensuite à partir de leurs forces respectives dans cette dimension européenne. On parle souvent, en parlant d'Europe, de fragmentation, parce que nous sommes 27 réalités politiques, économiques et sociales qui restent distinctes, mais qui travaillent et qui s'unissent dans un contexte politique de l'Union européenne. Et je pense que c'est exactement la même chose pour la recherche. Pour moi, il ne faut pas parler de fragmentation, mais de diversité. Et dans la méthode scientifique, cette diversité des idées et des cultures scientifiques est un atout absolument extraordinaire. Si évidemment ces idées peuvent être partagées, et si, là où c'est nécessaire, et évidemment dans beaucoup de domaines c'est absolument indispensable, ces compétences diverses et nationales s'agrègent, comme c'est le cas dans des organisations extraordinaires comme le MBL, MBO, pour atteindre la masse critique nécessaire pour effectivement s'équiper, s'outiller et arriver à ces découvertes scientifiques qui permettront de répondre à ces défis sociétaux. Alors j'ai quelques constats à partager avec vous, et puis ensuite aussi essayer de vous dire pourquoi je pense qu'effectivement l'Europe de la recherche a une valeur ajoutée unique, complétant donc ses forces au niveau national. Alors le premier constat, c'est que la meilleure science au monde se fait en Europe. Je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter. Il faut évidemment constater que nous ne sommes pas seuls, que nos partenaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde produisent avec nous une science tout à fait remarquable, mais sur beaucoup d'indices bibliométriques, sur le récent succès des Européens au prix Nobel, je pense qu'on doit dire que la meilleure science se fait aussi en Europe, parce qu'on a des scientifiques exceptionnels, parce qu'on a des infrastructures de recherche où les Européens, dans leur capacité à investir aussi publiquement, ont pu développer et garder à jour des grandes infrastructures de recherche absolument exceptionnelles, ce qui produit une science absolument remarquable. L'ERC fait évidemment complètement partie de ce dispositif, Jean-Pierre Bourguignon, en ce qu'il permet à vous, comme scientifiques exceptionnels, de vous proposer à ce financement européen et surtout avec la qualité de ce financement de mener des recherches de plus long terme avec des idées souvent de rupture et ce qui a donc permis dans le cadre du messager ARN de développer ce vaccin et les 3 prix Nobel européens en chimie et en physique sont tous les 3 aujourd'hui financés par l'ERC. Alors Jean-Pierre n'aime pas que je parle de l'ERC comme l'usine à prix Nobel européen, parce que c'est la recherche fondamentale, ce n'est pas un processus industriel bien entendu, mais de plus en plus, on peut observer qu'en effet l'ERC aide à faire émerger la meilleure science aussi en Europe. Mon deuxième constat, c'est de dire qu'en Europe, nous avons également une grande capacité d'innovation. Alors on dit souvent que la science est remarquable, mais que la traduction des résultats de la recherche est quelque chose sur laquelle nous souffrons de la comparaison avec nos partenaires américains. C'est évidemment vrai en partie, mais je pense aussi que sur l'innovation comme sur la recherche, nous sommes bien meilleurs que nous le pensons, et c'est un message qui est je pense, déterminant pour les jeunes talents et les jeunes innovateurs pour leur montrer qu'ils peuvent, je dirais qu'ils doivent, mais qu'ils peuvent rester en Europe pour développer leurs innovations. L'Europe crée plus de start-up chaque année que n'importe qui dans le monde, davantage qu'aux États-Unis. Il y a des écosystèmes qui existent partout dans les États membres au niveau des universités, des industries, des régions. Donc les idées et l'envie de traduire ces idées
sont parfaitement présentes chez vos jeunes collègues et moins jeunes d'ailleurs. Et nous avons progressivement vu émerger, alors le Conseil européen de l'innovation, c'est la dimension la plus européenne de cet effort, mais dans les États membres, des mécanismes puissants, le Proof of Concept de l'ERC est un des pionniers, des mécanismes puissants pour permettre, en particulier à l'innovation portée par la science, ce qu'on appelle à Bruxelles la Deep Tech Innovation, pour permettre à cette innovation d'être soutenue, pour développer ses services ou ses produits et les amener progressivement vers le marché. Le Conseil européen de l'innovation, c'est des financements sous forme de subventions et de prise de participation à hauteur de parfois des presque 10 ou 15 millions d'euros, donc extrêmement significatifs, permettant à des dizaines, même aujourd'hui des centaines d'innovateurs en Europe de basculer de la recherche et du résultat de la recherche progressivement vers les marchés pour trouver aussi évidemment beaucoup d'autres investisseurs. Donc je pense qu'on est sur l'innovation bien mieux outillé. On doit évidemment faire bien davantage et certainement l'une des faiblesses européennes, c'est l'investissement de l'industrie et du privé, en tout cas en comparaison dans la recherche et l'innovation, sur lequel évidemment beaucoup de mobilisation s'observe un peu partout en Europe. Et le plan France 2030, je le trouve personnellement plutôt très intéressant, comme je trouve aussi évidemment très intéressant le plan de relance qui a été proposé par la France pour un financement au niveau de l'Union européenne. Ce qui m'amène au troisième constat, qui est un constat peut-être plus nuancé, mais qui reste lui aussi positif, qui est que l'on observe des moyens publics de plus en plus significatifs mis dans la recherche à travers les 27 États membres. Alors je sais que cette conversation, elle est largement focalisée sur les 3% du PNB, que l'Europe n'a pas atteint, contrairement à des grands blocs scientifiques comme les Américains ou l'Asie. Mais l'Europe continue de progresser et surtout, dans les 27 États membres, vous avez des situations très différentes avec les Scandinaves, les Autrichiens, les Allemands qui sont aux 3% et bien au-delà des 3% pour plusieurs d'entre eux. Mais il y a aussi eu évidemment l'élargissement de l'Union européenne avec beaucoup d'États membres où le système scientifique s'est effondré à la fin des années 80, au début des années 90, et il se reconstruit progressivement. Et là, on observe une mobilisation fiscale, mais aussi des réformes très importantes qui me font penser que l'Europe est en train d'investir dans la recherche. Comme je suis au Collège de France, je dois évidemment souligner les financements, peut-être d'abord de la loi de programmation sur la recherche. Je sais qu'elle a été très débattue et parfois controversée, mais surtout du plan de relance financé par un emprunt à l'échelle européenne, plan de relance pour permettre à l'Union européenne de sortir de la pandémie, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et dans notre transformation numérique. Donc d'investir dans l'avenir pour sortir de la pandémie. Et dans ce contexte-là, le plan français est celui qui, en volume budgétaire, 22 milliards d'euros, met le plus l'accent sur la recherche et l'innovation, y compris l'innovation industrielle. Ce plan de relance doit porter l'avion sans carbone du futur, par exemple. Ce plan de relance, en conjonction avec le plan 2030, doit permettre à l'hydrogène vert d'émerger à grande échelle en France et au niveau européen. Et donc les moyens mis par les Européens ne sont pas encore ceux dont on peut penser qu'ils sont nécessaires, et je partage ce constat, mais certainement en croissance, et la pandémie a été de ce point de vue-là un moment très positif. Quatrième constat, alors le MBL évidemment est une institution tellement remarquable et historique que je ne peux pas la prendre pour référence, mais elle est un exemple. Et je constate qu'à côté d'une organisation comme le MBL, il y a de plus en plus d'appétit et de demande des acteurs nationaux de travailler à l'échelle européenne. Je prends par exemple le groupe, le fameux pour nous à Bruxelles G6 autour du CNRS et ses partenaires en Espagne, en Italie, en Allemagne, des grands organismes de recherche qui ont décidé qu'à côté évidemment de leur mission publique et de leur feuille de route dictée par les pouvoirs publics, elles veulent elles aussi travailler ensemble pour aligner leurs activités, essayer de trouver des masses critiques et des complémentarités. Et ce désir d'un cadre européen et d'une action à l'échelle européenne est de plus en plus visible.
Un autre exemple sont évidemment les alliances universitaires auxquelles certains d'entre vous participent peut-être, ces universités européennes en devenir, où 4 ou 5 universités européennes se sont constituées en alliance, et la recherche qui est menée à travers ces universités, évidemment, elle aussi, est mieux partagée pour atteindre une certaine masse critique. Alors ça, c'est le constat, je pense, pour moi, certainement positif et optimiste, et il s'appuie sur quelques caractéristiques de la recherche à l'échelle européenne. Donc là, que je distingue des systèmes nationaux de recherche qui ont des responsabilités et des compétences particulières. Bon, la première particularité, c'est bien entendu l'effet de taille. Je parlais du programme cadre et de son financement. Les grands partenariats soutenus par le programme cadre permettent de la recherche dans les ordinateurs de haute performance, dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, dans l'hydrogène, mais aussi dans le domaine de la santé, par exemple, où cet effet de taille, cette masse critique, peut se réunir. Deuxième dimension particulière, elle a été évoquée par Thomas Lecuy aussi, c'est évidemment la mobilité. La plupart d'entre vous et la plupart des chercheurs français ont été à un moment à l'étranger, et l'étranger, c'est très souvent l'horizon européen. Et c'est dans cette mobilité européenne qu'évidemment la richesse de notre diversité permet de se concrétiser. Les Européens sont très sensibles à l'idée que les meilleurs cerveaux nous quittent pour aller en particulier aux États-Unis. Alors c'est tout à fait évident que d'extraordinaires mathématiciens et ingénieurs français sont dans la Silicon Valley, mais on observe aussi que beaucoup d'entre eux, arrivés à un moment de leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, peut-être à l'âge de 40 ou 45 ans, très souvent trouvent les moyens, avec aussi des programmes qui les y incitent, le RC en fait partie, de revenir en Europe. Donc certes, beaucoup d'entre nous passent un moment en dehors de l'Union européenne, mais de plus en plus de ces talents reviennent aussi en Europe, notamment en France. Et ce qu'on observe surtout, c'est qu'on est aujourd'hui absolument capable, et ça se voit en particulier dans le domaine de l'innovation, d'attirer des ingénieurs, des scientifiques du monde entier qui viennent travailler en Europe à cause de la qualité de ces écosystèmes, et aussi parce que la masse critique de nos écosystèmes, qui est la vraie valeur ajoutée d'un lieu comme Silicon Valley, cette masse critique commence à exister dans beaucoup d'endroits en Europe, autour de Paris, autour d'Helsinki, autour de Berlin, et couplée à des investissements publics, à des grandes infrastructures de recherche, et je dirais aussi à la qualité de vie européenne, permet à beaucoup de talents de rejoindre cet effort de recherche et d'innovation en Europe. Le troisième point, c'est la science ouverte, et j'ai été très heureux de voir aussi le point de Thomas sur l'accès libre des publications. C'est un point qui est évidemment pas nouveau. La science ouverte se discute depuis maintenant 2 décennies. Mais la recherche européenne et la politique de recherche européenne, maintenant plus que la recherche elle-même, a une liberté que n'a pas nécessairement le système national vis-à-vis des acteurs, puisque nous sommes 1 degré plus loin des acteurs, et nous permet de cette façon, je pense, d'être pionniers sur des questions délicates comme celle de la science ouverte, et notamment de l'accès libre aux résultats de la publication. Durant le Covid, toutes les publications étaient libres, et cela a en tant que tel, accélérer de manière très remarquable la science. L'argument de la Commission et du programme Horizon Europe, c'est que toute publication scientifique doit être disponible dès le premier jour, et c'est sur des questions comme ça que la recherche européenne, je pense, contribue largement à la qualité et au succès de notre recherche. Et l'avant-dernier point, c'est de dire que notre recherche, elle évidemment, elle soutient la dimension pluridisciplinaire, mais vous le faites très très bien. Ce que peut faire l'Union européenne, y compris le programme cadre Horizon Europe, c'est d'ouvrir des réflexions autour des secteurs, pas uniquement autour des disciplines. Et le programme Horizon Europe a été construit sur une base tout à fait transversale, où nous voulons voir émerger de la recherche et des solutions à travers les secteurs, donc pas dans l'énergie de manière étroite, pas dans la mobilité de manière étroite, pas dans le climat uniquement, mais de regarder à travers ces secteurs et d'apporter des réponses systémiques aux questions de recherche et aux questions sociales auxquelles nous essayons de répondre. Et le dernier point, c'est que la recherche européenne n'étant pas responsable des institutions à proprement parler,
n'étant pas responsable d'une dimension pour moi essentielle de la recherche, qui est la recherche fondamentale. L'ERC en est le champion au niveau européen, mais la responsabilité de la recherche fondamentale, elle est au niveau national, et c'est peut-être l'un des points sur lesquels mon constat optimiste est le moins optimiste. Je pense que ça, c'est certainement l'un des points d'attention au niveau national sur lequel la Commission s'exprime avec les États membres, mais n'ayant pas cette responsabilité immédiate, la recherche européenne, évidemment, vous le savez, est très appliquée, et à ce titre-là, liée aux politiques publiques. Et je pense que l'une des valeurs ajoutées de la recherche européenne, c'est d'être capable de dessiner des politiques publiques d'avenir, de proposer de la connaissance pour ces politiques publiques, mais ensuite, dans le déploiement, de proposer des solutions, que ce soit évidemment les technologies qui se déploient, des espaces pour l'innovation sociale aussi. Et c'est dans les missions d'Horizon Europe récemment lancées que cette dimension-là de la recherche européenne, je pense, s'exprime de la manière la plus puissante. Voilà, donc dans mon rôle, évidemment, mon constat doit être optimiste et positif, donc j'espère que je ne vous ai pas tout à fait déçu, mais je pense qu'il y a aussi énormément d'éléments très tangibles qui font que le discours sur la recherche et l'innovation doit être positif pour engager nos citoyens et engager aussi les jeunes à rejoindre ces carrières scientifiques tellement importantes pour nos sociétés. Merci beaucoup.